Alors tu as rencontré l'homme de ta vie, c'est lui qui te rend heureuse, l'homme parfait pour toi. Il te rend heureuse, tellement heureuse. Tu as trouvé la belle robe dont tu avais rêvé toute ta vie. Et là tu t'es demandé le jour J, pourquoi tu n'avais pas pensé à mettre les antitranspirantes dans tes chaussures. Ah! Il y a une différence entre quand tu es fiancé, quand tu fréquentes ton futur mari et quand tu te maries. Parce que une fois que tu es marié, tu vas vivre avec cet homme tout au long de ta vie jusqu'à ce que la vie vous sépare. Du coup, aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils d'après-mariage qui te seront, j'espère, utiles dans la vie conjugale que tu mèneras. Premier conseil que je voudrais te donner, c'est de prendre conseil auprès de Dieu. Prendre conseil auprès de Dieu dans chaque situation. Par exemple, tu t'es marié et tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure des années, ton mari boit et devient alcoolique. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut t'aider dans ce genre de situation. La prière a un grand rôle dans la vie conjugale parce que vous n'êtes pas deux, vous êtes trois dans l'histoire. Il y a ton époux, toi et Dieu. Il y a trois personnes dans ce mariage. Je vais te donner un exemple. Quand je me suis mariée, il y a mon époux qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et je voyais des dragons, tout ça, tout ce qui n'était pas très biblique, tu vois. Et ça m'embêtait vraiment. Et l'erreur que j'avais faite au début, c'était de lui en parler directement et de ne pas consulter Dieu. C'était vraiment une erreur. Le jour où j'ai vraiment commencé à prier, où j'ai déclaré sur le PC sur lequel jouait mon époux, quelques mois plus tard, j'ai été abasourdie, surprise par la puissance de Dieu parce que mon époux ne joue plus aux jeux vidéo actuellement. C'était vraiment la puissance de la prière, la puissance de Dieu. Pareil dans les histoires sexuelles. Avant je disais à Dieu, ah Seigneur, je peux pas te parler de relations sexuelles parce que je suis gênée, Seigneur, je peux vraiment pas. Une fois, deux fois, maintenant je m'en fous. Il faut pas être gêné parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a béni et créé les relations sexuelles. Ah, rappelle-toi la femme qui avait des pertes de sang. Avant, il n'y avait pas les mêmes protections hygiéniques comme aujourd'hui. Je veux dire, quand la fille avait ses règles, ça se voyait, vraiment ça se voyait. Généralement, elle passait la semaine chez elle et Dieu disait de ne pas les déranger. Mais quand tu as une maladie, comme celle qu'avait la dame qui avait des fuites de sang, ça se voit vraiment parce qu'elle passe pas la semaine à la maison, c'est tout le temps. Du coup, à un moment donné, elle est obligée de sortir de chez elle, c'est une vraie maladie. Et c'était quelque chose qui était très tabou. Du coup, quand elle est allée vers Jésus, vraiment, elle était gênée. Et quand Jésus a dit « Qui m'a touché ?», il savait qu'il avait touché, mais c'était pour l'encourager, tu vois, parce que c'était pas quelque chose qui l'a dérangé. Et quand il lui a dit « c'est moi », il lui a dit « ta foi t'a sauvé ». Mais c'était vraiment quelque chose qui était gênant à cette époque-là. Et Dieu, ça le dérange pas. Donc, il faut pas hésiter à se confier à Dieu. Bon, généralement, on a tendance à être gêné parce qu'on croit que Dieu sous la forme de Jésus, il a 30 ans, donc notre âge pour la plupart de celles qui vont regarder cette vidéo, ou plus jeune que nous, ou un jeune homme plus âgé, ça dépend si t'es ado. Bah, si t'es ado, te marie pas. Mais Jésus n'a pas 30 ans, il a dit... avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus c'est Dieu, il est bien plus vieux que ça. Jésus n'a pas 30 ans. Arrêtez de penser ça et arrêtez dans vos prières de penser je peux pas lui parler de sexualité parce que... je vous encourage vraiment vivement à vous confier à Dieu dans ce genre de situation. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est discret et il agit efficacement quand on lui demande. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de se protéger financièrement. Je vais te parler de 3 types de protection que tu pourrais avoir, au choix. Mais vraiment minimum 200 balles, je vais te dire. Première protection, tu pourrais avoir de l'argent liquide chez toi. Par exemple, dans un bouquin, j'ai même vu des femmes qui mettaient de l'argent liquide dans leur matelas.
très efficace. Il y en a qui mettent ça dans des pots de Nutella recouverts, ça se voit pas. Bon, les idées ne manquent pas. Mais ne mets surtout pas cet argent-là dans un endroit où c'est facile d'accès, où on sait tout de suite que l'argent se trouve là, par exemple dans un tiroir de ta commode ou ta table de nuit ou ton sac. C'est vraiment des endroits où on ira facilement découvrir que tu as de l'argent à cet endroit-là. Deuxième position, tu peux les mettre dans de l'or, acheter de l'or avec. Par exemple, tu as économisé 200 balles, chaque mois tu as mis 50 € de côté et tu vas acheter de l'or, par exemple une bague ou je sais pas, un bracelet. Dans les pays orientaux, par exemple, quand une fillette naît, un bébé naît, on lui achète généralement une petite gourmette qui va lui servir plus tard parce que c'est de l'or et l'or n'est pas comme les portables qu'on peut revendre plus tard, c'est vraiment quelque chose qui se démode pas et même si tu as hérité de ça de ton arrière grand-mère, ça restera toujours un métal qui pourra te sauver la mise à un moment donné. Par exemple, moi quand j'ai eu mon bac, j'ai reçu ce petit pendentif. Il y en a qui reçoivent, je sais pas moi, des bagues, des bracelets, tout et n'importe quoi. Si t'as pas eu ce genre de famille, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est plus culturel, je dirais ça comme ça, dans les pays orientaux, en Orient, que dans les pays occidentaux. C'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent en France, disons que c'est assez rare. Si t'as pas eu l'occasion d'avoir ce genre de famille, je te conseille de commencer dès maintenant, de mettre de l'argent de côté. Le troisième endroit où tu pourrais mettre de l'argent, c'est en livret A. Mais je ne parle pas d'économiser de l'argent pour acheter un appartement ou pour acheter une voiture ou je sais pas moi, une caméra par exemple, mais plutôt un argent de secours. C'est vraiment dans les situations de crise. Je te donne un exemple. C'est une étudiante en médecine qui a eu un premier mariage où elle s'est mariée très très jeune et elle a épousé un type qui pète dans la soie, vraiment très riche, on va dire qu'il est russe par exemple. Au bout de quelques années, ce conjoint commence à la frapper et les coups deviennent de plus en plus violents. Et un jour, elle se dit que la prochaine lui sera peut-être fatale. Et elle décide de le quitter. Elle peut pas trop voir les personnes de l'entourage parce que ce type est influent. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup d'argent. Du coup, vraiment, la seule chose qui a pu aider cette personne, c'est l'or qu'elle avait chez elle, qu'elle avait eu au fur et à mesure que les années ont passé, de ses parents, de ses tantes, de son époux, ex-époux. Vraiment cet or-là qui lui avait sauvé la mise pour changer de vie. Je vais te donner un autre exemple. C'est une fille qui va aller voir ses parents dans un autre pays, sauf qu'elle oublie que c'est un autre pays, parce que chez elle c'est en France et c'est dans l'autre pays aussi. Et du coup elle arrive à l'aéroport et elle fait « Allô, où vous êtes? Allô, où vous êtes ?» Et une fois revenue en France, 75 balles. Elle s'y attendait pas. Et elle fait comment pour les payer? Son époux a des difficultés financières. Du coup, elle travaille pas, dans l'exemple que je vous donne. Et du coup, tout ce qu'elle a, c'est son or. Et elle vend une bague qu'elle a reçue, je sais pas moi, pour son brevet. Et elle arrive à trouver 120 balles. Elle enlève 75 balles pour payer ses fers et le reste, elle le garde pour autre chose ou elle l'économise. Donc c'est vraiment des situations comme ça qui peuvent être dangereuses pour soi, pour une femme généralement. Et c'est bien vraiment d'avoir de l'argent mis de côté en cas de grosses difficultés.
dans ce genre-là. Que ce soit, je vous le souhaite pas, un mari qui vous tape, ou des situations où, je sais pas moi, t'es obligé d'aller chez le veto un dimanche, sauf que dimanche c'est double et tu dois payer plus et au moins t'as ta petite cagnotte à côté de toi. Et je vous conseille, je sais que certaines ne seront pas d'accord avec moi parce qu'on est chrétienne et tout, mais de ne pas parler de cette somme-là à votre conjoint, ni à personne d'autre d'ailleurs. Et si jamais, je sais pas, ton père ou ta mère t'a donné de l'argent quand tu t'es marié, va pas le dépenser. Vraiment, garde une petite somme de ce qu'ils t'ont donné quelque part, que ce soit, je t'ai dit, en liquide, chez toi, ou en or, ou dans ton livret A. Voilà, si un jour tu as un pépin. Toujours dans se protéger financièrement, je conseille aux femmes qui sont dans le commerce, qui sont enregistrées dans le registre de commerce ou au tribunal commercial, ou si vous avez épousé un commerçant, de faire un contrat de séparation de biens. Je ne parle pas des mariages où vous n'êtes pas du tout commerçant, parce que la Bible dit que vous ne faites qu'une seule chair, donc il faut partager. C'est mon opinion, ça reste mon opinion, c'est mon opinion. Mais vraiment, si vous êtes dans le commerce ou si votre époux est dans le commerce ou micro-entrepreneur ou si vous êtes vous-même micro-entrepreneur, je vous conseille de faire une séparation de biens, un contrat de séparation de biens. Pourquoi ? Parce qu'en cas de faillite, si votre entreprise ou son entreprise fait faillite, on prendra de votre argent personnel. Par exemple, si vous avez des dettes, eh ben, on vous prendra de votre salaire ou du salaire de votre mari et vous ne pourrez pas vivre tranquillement dans l'attente de rembourser tout ça s'il y a faillite. Voilà. C'était mon deuxième conseil, passons au troisième. Alors j'ai laissé ce conseil parmi les derniers parce que je sais que tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Et comme j'étais assez gênée, je me suis dit allez tu le mets à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire appétit vient en mangeant? C'est que, alors je vais vous donner 3 catégories. Le premier exemple c'est la fille qui a déjà eu des rapports sexuels avant le mariage. Les difficultés qu'elle pourra avoir c'est de ne pas avoir les mêmes désirs ou de garder les mêmes désirs pour la même personne jusqu'à ce que la mort les sépare parce qu'elle a déjà connu autre chose. La deuxième catégorie c'est les filles qui arrivent vierges chez leur conjoint et elles pourraient avoir des problèmes, je sais pas moi, de vaginisme par exemple, surtout si vous vous mariez tard. La troisième catégorie, c'est celles qui sont déjà mariées mais qui n'arrivent pas à éprouver du plaisir pendant les rapports sexuels. Et pourquoi j'ai dit que l'appétit vient en mangeant? C'est que dans les 3 catégories, en fait, il faut vraiment s'exercer. Dans la première catégorie, plus vous vous exercez, plus vous ferez l'amour, plus vous montrerez à votre conjoint quels sont les endroits qui vous font du bien. Plus vous serez à l'aise avec votre conjoint et vous n'irez pas voir ailleurs, vous n'imaginerez pas aller voir ailleurs. Même, ça peut se passer même dans l'imagination. Pour la deuxième catégorie, si vous avez des difficultés parce que si vous êtes vierge et que vous débarquez comme ça et que d'un coup vous avez des rapports sexuels, vous n'allez rien comprendre. Et c'est vraiment en s'exerçant. Il y a un proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Bref, il faut s'exercer et au fur et à mesure cette gêne partira. J'ai donné l'exemple du vaginisme. C'est comme ça que ça part. C'est en se faisant rentrer dans la tête que c'est quelque chose de normal que ça disparaîtra. Pour la troisième catégorie, celles qui ne ressentent vraiment rien, là le conseil s'applique plus parce que vous montrerez à votre conjoint quelles sont les zones qui vous font du bien, vous allez en parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, et plus il y aura ça dans votre vie, mieux ça sera. Moi, je suis un peu gênée d'en parler. Mais la machine sexuelle féminine est très très différente de la machine sexuelle masculine. Parce que pour un homme, en 2 minutes, c'est fait. Ça vient très vite. Mais chez la femme, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une période dans le mois où on a plus envie que
d'autres périodes dans le mois. Vous étudierez sur Google les quinzaines et les quinzaines de... Bon, je vais pas faire tout un cours, mais plus vous allez développer votre activité sexuelle, plus on aura, plus vous serez demandeuse. Parce qu'on est très différente des hommes qui n'ont qu'un plaisir de 2 minutes. Chez nous, les filles, ça peut être beaucoup plus long. Voilà, on passe au suivant. On passe au suivant. Quatrième conseil, c'est de respecter son mari et d'arrêter de le harceler. Il faut vraiment accepter que ton conjoint soit différent de toi. Vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas eu la même mère, j'espère. Et donc, vous devez absolument arrêter de gueuler pour un oui ou pour un non. Je te donne un exemple. Ta mère t'a appris à faire la vaisselle d'une certaine manière. Et puis un jour, tu es tellement fatiguée, mais tu tiens vraiment à ce que la vaisselle soit faite avant d'aller te coucher le soir. Du coup, tu vas te demander à ton époux de la faire à ta place. S'il te plaît chérie, fais la vaisselle. Et il te dit oui ma chérie, il n'y a pas de souci. Et là, de loin, tu es en train de le voir faire la vaisselle et tu vois de la flotte partout. Du savon partout, Bref, c'est pas du tout comme tu le fais toi. Et tu commences à gueuler. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Laisse, je vais la faire moi. Faut jamais, jamais, jamais agir de la sorte. Vraiment, jamais. Vous n'avez pas été éduqué de la même manière. Laisse-le faire la vaisselle comme ça lui chante. Parce que si jamais tu commences à faire ce genre de remarques, tu vas te retrouver un jour à tout faire dans la maison. Ce que je te conseille, c'est si tu vois ce genre de situation, tu te la boucles. Tu te la boucles, tu récompenses. Oh merci chérie et tout. Il y en a beaucoup qui vont rire. Comme ça, la prochaine fois, il voudra vous faire plaisir et il la fera. Mais vraiment ne pas faire la réflexion le jour même quand tu es en situation de colère. Quand la chose ne te plaît pas. Un autre jour, tu pourras lui dire « Ah, voilà ce qu'il faut faire pour ceci, cela. » Et ne dites pas « Je t'ai vu faire ça, ça, ça et ça m'a pas plu. » Non, dans le sens, j'ai découvert que on mettait moins d'eau par terre si on mettait ça ou si on mettait ça. Je te donne un autre exemple. Imaginons, tu as fait une lessive dans ta machine et au moment d'aller l'étendre, il y a ton époux qui les a étendus, qui a étendu le linge de lui-même sans que tu lui aies rien demandé. Sauf que ta mère t'a appris à étendre le linge d'une certaine manière et que lui il l'étend d'une autre manière. Et tu es énervé parce que tu sais très très bien que cette manière-là fait que le linge ne séchera pas tout de suite. Et toi tu veux que ça sèche vite. Du coup tu te mets en colère, tu vas vers lui. Non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, la prochaine fois tu me laisses faire s'il te plaît. Jamais, jamais, jamais faire ça. Parce que je t'ai dit, un jour tu vas te retrouver à faire tout à la maison parce qu'il y a toi qui sauras faire. Laisse-le le faire et si un jour l'occasion se présente, dis-lui « Ah, j'ai découvert ou ma mère m'a appris que si on étendait les jeans de cette manière-là, ben ça séchera plus vite. » Au lieu de le mettre, je sais pas moi, plié en deux, voilà, au fur et à mesure il comprendra. Mais si vous pointez du doigt, ah, tu sais pas faire, c'est moi qui fais tout, à force il se sentira attaqué et ne le fera pas de lui-même une prochaine fois. Voilà, j'espère que le message a été transmis. Tu ne vas pas lui refaire son éducation. Ça ne sert à rien, vous êtes différents. Il faut accepter ces petites différences. L'essentiel, c'est que vous entendiez bien. Le mariage, c'est pas ça. C'est pas les querelles, c'est pas... Le mariage, c'est fonder une famille et essayer d'être le plus heureux possible. Dieu bénit le mariage. Il faut arrêter de prendre... d'être en colère pour un oui ou pour un non. Et j'ai remarqué une chose, c'est que surtout celles qui ont du caractère, elles vont plus gueuler sans se rendre compte qu'elles gueulent en fait. Dans les moments où tu sens que tu es en train de bouillonner, attends d'être calme. Le jour même, tu vas te coucher ou tu fais autre chose ou tu sors carrément. Et puis quand tu es plus calme, essaie d'expliquer la chose sans pointer du doigt. Sans dire oui c'est toi, oui c'est toi, oui c'est toi. Non mais parler différemment, communiquer différemment. Voilà. Garder son jardin secret. Et là tu vas me dire ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu ne dois pas t'attendre à ce que ça soit ton mari qui te rende heureuse. Il faut que tu apprennes à faire les choses de toi-même
tu ne dois pas être tellement omnibulé par cet homme-là que tu n'arrives pas à faire les choses sans lui. Rappelle-toi comment tu étais avant le mariage. Par exemple, je sais pas moi, si tu aimes faire de la couture, continue à faire de la couture. Si tu aimes sortir avec tes copines, continue à sortir avec tes copines. Et surtout, là, je voulais parler de ça, c'est que généralement quand on se marie, on est tellement focalisé sur l'homme de sa vie qu'on oublie un peu ses amis. Moi par exemple, je suis quelqu'un de solitaire et à chaque fois que j'avais un petit ami dans ma vie, désolée pour le bus, bah, j'étais tellement omnibulée que je n'appelais plus mes amis et je les perdais un à un. Donc, bon, heureusement, j'ai gardé 2 copines d'enfance qui me connaissent bien, mais c'est vraiment une faute de faire ça. Une fois marié, il faut vraiment continuer à avoir son jardin secret et à avoir ses rêves, à essayer de les combler, je vous ai dit, de faire des choses seul, de pas focaliser à 100% son bonheur sur l'autre personne qui... Le pauvre, peut-être qu'il arrive même pas à se rendre heureux lui-même. Faut vraiment arrêter de faire ça. Il y a que Dieu qui est la principale personne dans votre vie. C'est Dieu qui vous rend heureuse, c'est pas votre conjoint. Toujours dans le fait de garder son jardin secret, il faut que vous continuez à vous pomponner. C'est vrai qu'on a tendance à se relâcher après quelques années de mariage parce que le conjoint devient comme un membre de sa famille, comme si on était toujours chez ses parents. Et au fur et à mesure que les années passent, bah, tu te laisses aller, des poils aux jambes, tu te laisses aller, tu te fais plus de brushing, tu te laisses aller, tu te dis c'est pas grave, allez je suis mariée maintenant, je cherche pas à draguer, tu te maquilles plus. Attention, pour celles qui se laissent pousser les poils, je suis pas contre, au contraire, hein, je suis à 100% pour. Moi j'arrive pas à le faire, mais je vous admire. Mais je parle de vraiment des petits trucs comme ça que tu faisais avant d'être mariée, mais que tu délaisses au fur et à mesure que les années passent une fois mariée. Parce que non seulement toi tu vas pas t'aimer, tu vas déprimer parce que tu fais plus d'efforts, mais ton conjoint sera malheureux parce que c'est plus la fille qu'il avait connue avant le mariage. Et il n'y a plus ce petit peps, ce petit je suis séduisante, il n'y aura plus ça. Il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment se faire une routine beauté et au fur et à mesure ça deviendra comme une seconde nature. Dernier conseil dans cette catégorie là, c'est de ne jamais, au grand jamais, faire le shopping avec votre mari ou votre petite amie. Attention. Tout simplement parce qu'il ne sera plus jamais étonné de votre nouvelle tenue. Vous l'avez choisie avec lui dans le magasin, il va vous dire « Ah, elle est jolie celle-là » et puis vous la portez et puis il aura plus l'impression que vous avez gaspillé de l'argent qu'autre chose. Alors que si vous faites vos courses toute seule, votre shopping toute seule, et puis jour au lendemain vous arrivez dans le salon coucou et oh la jolie robe, oh que t'es belle et tout, je pense même qu'il aura peur parce que vous êtes séduisante, vous pouvez plaire et du coup il y aura ce petit côté en plus qui fera que c'est pas tous les jours pareil. Voilà. Les derniers conseils, c'est de faire des sorties de temps en temps. Par exemple les week-ends, le samedi, et toujours garder cette petite routine. Comme ça vous ne sentirez pas que vous êtes des colocataires à la maison, mais vraiment que vous êtes en train de fonder une famille. Tu sortais par exemple avec tes parents chaque week-end, t'allais faire du roller, du patin ou je sais pas moi, du vélo, ou tu sortais avec tes parents, vous alliez manger une crêpe ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment des souvenirs de famille que tu as et qu'il faut que tu refasses avec ton époux. Et ça sera de nouveaux souvenirs que tu transmettras à tes enfants. Et vous construirez une vie maritale, une vie de famille saine. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à m'excuser d'avoir autant tardé pour faire une vidéo. C'est vrai que j'ai mis 2 semaines. Là, je me suis demandé si je savais faire des vidéos. Je remercie les personnes qui m'ont contacté pour savoir si ça allait bien. Et puis,
toutes les dames qui m'ont envoyé des mails pendant ces 15 jours, c'est gentil. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.